Tonton, sauve ma maman, implore un petit garçon sans abri au chirurgien qui avait refusé de la soigner faute d'argent. Mais lorsque le président millionnaire de l'hôpital entendit cette voix, il prit une décision qui choqua tout le monde. Le vent glacial sifflait entre les ruelles étroites du quartier de Belsunce à Marseille. Les lampadaires diffusaient une lumière pâle sur les pavés humides, dessinant des ombres longues et tremblantes sur les murs décrépits. Sur un vieux banc métallique, au centre d'une petite place oubliée, une silhouette fragile était allongée couverte de haillons. À ses côtés, un garçon d'environ 7 ans, les joues rougies par le froid, essayait tant bien que mal de réchauffer le corps inerte de sa mère. Noé frottait les bras de Camille avec ses petites mains, nues, soufflant de l'air tiède sur son visage pâle. Il portait un pull troué trop grand pour lui, probablement trouvé dans une benne quelques jours plus tôt. Ses chaussures, dépareillées, laissaient passer l'humidité du sol. Mais il ne s'en plaignait pas. Ce matin-là, ce n'était pas la faim qui le préoccupait, ni le froid. C'était la respiration irrégulière de sa mère. Camille n'avait pas bougé depuis la veille au soir. Elle avait murmuré quelques mots confus, puis s'était effondrée, ses doigts crispés autour de la vieille poupée en chiffon qu'elle gardait toujours près d'elle, un vestige du passé ou peut-être un symbole de l'innocence qu'ils avaient perdue. Depuis qu'ils avaient été expulsés de leur petit studio insalubre, 3 mois auparavant, ils survivaient dans la rue. Chaque jour était une lutte pour un morceau de pain, un coin où dormir sans être réveillé par la police ou les cris d'un passant ivre. Noé avait appris à mendier, à éviter les dangers, à sourire même quand il avait envie de pleurer. Camille, elle, avait sombré peu à peu dans une fatigue silencieuse, abattue par l'humiliation, le froid et la faim. Ce matin-là, quelque chose changea dans les yeux de Noé. Il se leva lentement, caressa les cheveux emmêlés de sa mère et murmura « Bouge pas, maman. Je reviens. Je vais chercher quelqu'un pour t'aider. » Il n'avait aucune idée d'où il irait, ni de ce qu'il dirait. Mais il savait que rester là, à attendre, c'était laisser sa mère mourir. Il se mit en marche, les mains enfoncées dans les poches, évitant les flaques gelées et les regards indifférents. Il marcha pendant presque 1 heure, ses jambes minces tremblant sous lui. Il passa devant des cafés encore fermés, des boulangeries d'où s'échappait une odeur de pain chaud et des immeubles aux volets clos. Personne ne le remarquait. Il était invisible, comme tous les enfants des rues. Quand il aperçut enfin l'imposante façade vitrée de l'hôpital Saint-Clair, il sentit son cœur battre plus fort. C'était un bâtiment immense, moderne, aux allures de forteresse. Il s'approcha timidement des grandes portes automatiques qui s'ouvrirent dans un souffle mécanique. À l'intérieur, tout semblait lumineux, propre, ordonné. Une réceptionniste parlait au téléphone. Des patients attendaient dans des fauteuils alignés. Des infirmières passaient, concentrées, des dossiers à la main. Noé resta figé, quelques secondes, intimidé. Il n'avait jamais mis les pieds dans un lieu pareil. Personne ne lui prêta attention. Il s'avança lentement, observant les visages. Il cherchait quelqu'un qui pourrait l'écouter, quelqu'un qui n'aurait pas peur de son apparence sale et de ses vêtements déchirés. Il s'approcha d'un homme en blouse blanche qui sortait d'un ascenseur. Le docteur marchait vite, les yeux rivés sur une tablette numérique. Noé hésita un instant, puis prit son courage à 2 mains. Il se posta devant lui, leva les yeux et dit d'une voix faible mais claire « Monsieur, je peux vous parler ?» L'homme ne s'arrêta pas. Il le contourna sans le regarder. Noé le suivit de quelques pas, plus insistant « C'est ma maman, elle est malade, elle est dehors, elle ne bouge plus. » Toujours aucune réaction. Le garçon se sentit comme une ombre. Il recula, les yeux brillants de larmes, mais ne renonça pas. Il scruta à nouveau le hall, puis s'avança vers un autre médecin, une femme cette fois, qui parlait à un collègue. « Madame, s'il vous plaît, ma maman va mourir. » Elle le vit enfin. Elle le regarda avec surprise, puis avec gêne. « Tu es seul? Où est ton tuteur ?» demanda-t-elle d'un ton prudent. Noé baissa les yeux, incapable de répondre. Elle échangea un regard avec son collègue, puis haussa les épaules. « Je suis désolé, petit. Je dois y aller. » Il était seul au milieu du hall, les regards fuyants comme des portes qui se refermaient. Mais il n'abandonna pas. Il savait que quelque part dans cet hôpital, il y avait quelqu'un qui entendrait sa voix. Il fit quelques pas de plus, titubant,
jusqu'à ce qu'un autre médecin plus âgé sorte d'un couloir latéral. Celui-là portait une blouse immaculée et marchait avec autorité. Il semblait important. Noé courut vers lui, le cœur battant. Il allait parler sans savoir que ses mots allaient, cette fois, faire taire tout un couloir. Le docteur Martin Lefebvre sortait d'un bloc opératoire, les traits tirés mais le pas vif. À 60 ans, il était considéré comme une sommité de la chirurgie cardiaque en France. Il portait une blouse immaculée et des lunettes rectangulaires qui accentuaient son air sévère. Dans les couloirs de l'hôpital Saint-Clair, son nom inspirait autant de respect que de distance. Il ne parlait jamais plus que nécessaire, et sa réputation de froideur clinique était connue de tous. On disait de lui qu'il sauvait des vies comme on résout une équation, sans émotion, sans attachement. Noé le vit. Il sentit, sans comprendre pourquoi, que cet homme pouvait être celui qui changerait tout. Il courut à sa rencontre, se plaça juste devant lui, les bras levés comme pour stopper un train lancé à toute vitesse. Lefebvre s'arrêta net, surpris par l'irruption soudaine du petit corps sale et tremblant. « Tonton, s'il vous plaît, sauvez ma maman. Elle est dehors, elle respire plus très bien, elle est toute froide, » dit Noé d'une voix brisée, essoufflée. Il tendit les mains vers lui comme s'il implorait une divinité inaccessible. Le silence se fit, comme un souffle suspendu. Autour, les conversations s'étaient tues. Des infirmiers, des internes, des patients assis ou en attente tournèrent la tête vers la scène. L'enfant, les yeux rouges, les joues sales, tenait contre lui une vieille poupée en chiffon. Son visage exprimait une détresse qui n'avait pas encore appris à se cacher. Le docteur Lefebvre le regarda, d'abord surpris puis agacé. Il fit un pas de côté comme pour l'éviter. « Où est ta famille ?» demanda-t-il d'un ton dur. « C'est juste moi et maman. On dort dehors. Elle est tombée ce matin. J'ai couru jusqu'ici. Elle va mourir si personne l'aide. » La voix de Noé tremblait mais ne fléchissait pas. Il tenait bon comme un soldat en mission. La poupée tombait de ses bras. Il la ramassa maladroitement, puis continua. « On n'a pas d'argent, mais je vous donnerai tout ce que j'ai. Promis. » Lefebvre inspira longuement. Il regarda autour de lui, conscient des dizaines de paires d'yeux posés sur eux. Il haussa la voix, sèche comme une gifle. « Ce n'est pas un centre de charité ici. Je suis désolé, petit, mais si ta mère est sans domicile, il faut appeler les services sociaux. Je ne peux pas faire de diagnostic sur un trottoir. » Noé tomba à genoux. Il pleurait maintenant, mais ses pleurs n'étaient pas bruyants. C'étaient des larmes lentes, douloureuses, retenues trop longtemps. « S'il vous plaît, tonton, s'il vous plaît. » Le silence s'alourdit. Une infirmière détourna les yeux, gênée. Un jeune interne fit un pas comme pour intervenir, mais s'arrêta. Une réceptionniste murmurait déjà à son collègue « On devrait appeler la sécurité ». Un agent arriva, grand, costaud, l'air blasé. Il s'approcha de Noé, lui posa une main sur l'épaule. « Allez, petit, tu dois sortir d'ici. »« Non !» cria Noé en se débattant faiblement. « Je veux pas que ma maman meure. Aidez-la, je vous en supplie. » La scène avait quelque chose d'insoutenable. Le contraste entre l'univers aseptisé de l'hôpital et l'enfant à genoux, criant sa détresse, était trop fort. Même ceux qui s'étaient endurcis par les années de médecine ressentaient un pincement. Et c'est à ce moment précis que, du bout du couloir, une silhouette s'arrêta. Monsieur Philippe Delacroix, costume 3 pièces sur mesure, cheveux, qu'argentés soigneusement peignés, regard acéré. Président de l'hôpital Saint-Clair. Il ne venait que rarement dans les étages, préférant les réunions de gestion et les salles de conférence. Mais ce matin-là, il sortait d'un rendez-vous, imprévu avec un investisseur. Il n'avait pas vu l'enfant d'abord. Il n'avait entendu que la voix. Une voix d'enfant, suppliante, déchirée. Cette voix franchit en lui une barrière que le temps avait scellée depuis longtemps. Il s'approcha lentement. Les gens s'écartèrent. Lefebvre se retourna, surpris. « Que se passe-t-il ici ?» demanda Delacroix d'un ton calme, presque feutré. Le vigile se redressa. « Monsieur le Président, ce garçon est entré sans autorisation. Il dit que sa mère est malade dans la rue. Le docteur Lefebvre lui a expliqué la procédure, mais il refuse de partir. » Delacroix ne répondit pas tout de suite. Il s'agenouilla devant Noé, posa doucement une main sur son épaule. « Où est ta maman, mon garçon ?» Noé, surpris par la douceur de la voix, leva les yeux. Il vit un homme qui ne ressemblait pas aux autres.
bien habillée mais les yeux tristes. Il murmura « Elle est sur un banc, là où il y a la grande fontaine. Elle bouge plus. Elle est toute froide. » Le silence était total. On n'entendait plus que les respirations. Delacroix se releva, regarda autour de lui. Appelez immédiatement une ambulance. Envoyez une équipe sur cette place. Je veux qu'on ramène cette femme ici tout de suite. Un murmure de surprise parcourut le couloir. Le chirurgien Lefebvre fronça les sourcils. « Monsieur Delacroix, je me dois de vous rappeler que ce n'est pas une demande, docteur. C'est un ordre. » Il se tourna vers le vigile. « Et vous, si ce garçon fait encore un pas vers la sortie, ce sera votre dernier jour ici. » Il s'éloigna, laissant derrière lui un silence chargé de stupeur. Personne n'avait jamais vu le président du plus grand hôpital de Marseille se mêler personnellement d'un cas aussi insignifiant, selon les normes médicales. Mais ce jour-là, tout changeait. Et Noé, les larmes séchant sur ses joues sales, venait d'ouvrir une brèche dans une forteresse de glace. L'ambulance arriva moins de 10 minutes après l'ordre de Delacroix. 2 brancardiers descendirent précipitamment, accompagnés d'une infirmière urgentiste. Guidés par les indications confuses de Noé, ils trouvèrent Camille recroquevillée sur le banc glacé, les traits figés, les lèvres bleuies. Elle respirait encore, faiblement. Le froid avait ralenti son métabolisme à un point critique. Ils la hissèrent avec précaution sur la civière, protégée par des couvertures thermiques. Noé ne lâchait pas sa main, son petit corps collé contre le sien comme pour lui redonner un peu de vie par sa seule chaleur. À l'hôpital, l'agitation reprit dès leur arrivée. Une infirmière tenta de barrer l'entrée du service d'urgence, arguant du protocole et de la nécessité d'un dossier préalable. Mais le nom de Delacroix avait déjà précédé le brancard. Camille fut admise, placée dans une salle d'observation sous surveillance continue. Son pouls était faible, sa température corporelle dangereusement basse et ses fonctions vitales instables. Dans une salle adjacente, Delacroix, debout devant une grande baie vitrée, observait les mouvements du personnel avec un calme apparent. Pourtant, ceux qui le connaissaient savaient lire dans la tension de sa mâchoire, dans ses doigts crispés derrière le dos. Il ne disait rien, mais son regard brûlait d'un feu ancien, réveillé par cette scène douloureusement familière. C'est alors que le docteur Lefebvre entra, son visage fermé. Il tenait une tablette avec les derniers rapports d'admission. « Monsieur Delacroix, dit-il d'une voix basse mais ferme, permettez-moi de vous faire part de mes préoccupations. » Le président se retourna lentement. « Je vous écoute. » Il ne s'agit pas d'un cas médical ordinaire, c'est une femme sans domicile, sans antécédents connus, sans couverture sociale. Ce genre de prise en charge crée un précédent, et nous savons où cela mène. Si chaque personne qui entre ici sans papier ni moyens est traitée comme un patient régulier, nous serons submergés. Delacroix ne répondit pas immédiatement. Il fixa le chirurgien longuement, comme s'il tentait de sonder l'homme, derrière la blouse. « Vous pensez qu'elle ne mérite pas d'être soignée ? Je pense que l'hôpital a des règles, et qu'elles existent pour une raison. Nous avons des centaines de cas prioritaires, des patients inscrits, des à urgence planifiées. Je comprends l'émotion, mais ce n'est pas ainsi qu'on gère un établissement de cette envergure. » Une infirmière qui passait à proximité ralentit sa marche, entendant l'échange. D'autres membres du personnel, plus loin, tendaient à l'oreille discrètement. Ce n'était pas une simple discussion médicale. C'était une confrontation entre 2 visions du soin, de la dignité humaine. « Cette femme, reprit Lefebvre, a probablement besoin de soins palliatifs. Il est peu probable qu'elle s'en sorte sans séquelles graves. » Delacroix avança d'un pas. Son ton resta mesuré, mais chaque mot portait le poids d'un vécu qu'il n'avait que rarement évoqué. « Quand j'avais 12 ans, ma mère est tombée gravement malade. Mon père nous avait quittés. On vivait à 3 dans un studio minable avec ma sœur. Elle avait de la fièvre, des convulsions. Je l'ai portée moi-même à l'hôpital du quartier. On m'a dit qu'il fallait d'abord appeler un adulte, que les urgences n'étaient pas pour les cas sociaux. Elle est morte 3 jours plus tard, dans notre lit, les yeux ouverts. » Un silence pesant s'abattit. Lefebvre ne répondit pas, il ne savait pas, personne ne savait. Delacroix n'avait jamais parlé de son passé. « Je ne permettrai pas, poursuivit le président, que cette histoire se répète ici. Pas sous mon toit, pas tant que je suis vivant. » À ces mots, il se détourna et quitta la pièce, laissant Lefebvre seul avec son éthique mise à nu. Dans les heures qui suivirent,
Les couloirs de Saint-Clair bourdonnèrent de murmures. Les infirmières échangeaient des regards. Certains médecins fronçaient les sourcils. Mais une ligne venait d'être tracée, et beaucoup savaient, au fond d'eux, qu'elle ne serait pas effacée de sitôt. Pendant ce temps, Noé restait immobile à côté du lit où sa mère avait été installée. Il n'avait pas bougé depuis son arrivée. Ce n'est pas une question de capacité, c'est une question de chance, et elle n'en a presque aucune. Elle le fixa droit dans les yeux. « Alors pourquoi êtes-vous venu ?» Il ne répondit pas. Son silence pourtant en disait long. Derrière la froideur apparente, quelque chose vacillait. Dans un couloir adjacent, Delacroix rejoignit Noé qui était assis sur un banc, les genoux ramenés contre la poitrine, la poupée toujours collée à son torse. Il s'assit à côté de lui. « Tu veux qu'on aille voir ta maman ensemble ?» Noé hocha la tête. Ils se levèrent. Le président du plus grand hôpital de Marseille marchait lentement à côté d'un petit garçon en haillons. Ceux qu'il croisait détournèrent les yeux, non par mépris mais par honte. Il sentait qu'un bouleversement silencieux traversait ses murs. Quand ils arrivèrent devant la salle où Camille était soignée, Lefebvre les vit entrer. Il regarda Delacroix, puis Noé. Le garçon s'avança, prit la main de sa mère et murmura « J'ai ramené le monsieur gentil, maman. Tu peux te réveiller maintenant. » Personne ne dit un mot. Même Lefebvre resta immobile, troublé. Et dans ce silence, chacun comprit que cette femme n'était plus une inconnue. Elle était devenue un symbole, celui d'un passé oublié, d'une douleur partagée, d'une humanité qu'on croyait perdue. Le lendemain, au lever du jour, l'hôpital Saint-Clair semblait identique de l'extérieur. Ses vitres immaculées reflétaient les premières lueurs du matin, les allées restaient bien entretenues et les entrées principales s'ouvraient à rythme constant pour accueillir patients et visiteurs. Pourtant, à l'intérieur, une tension nouvelle s'était installée, tapie dans les couloirs comme une ombre silencieuse. Elle s'infiltrait dans les conversations chuchotées entre les bureaux, dans les regards échangés à la cafétéria, dans les réunions impromptues de groupes de médecins autour de machines à café. Le cas de Camille, la femme sans abri, admise sur ordre direct de Delacroix, ne quittait plus aucune bouche. Certains étaient choqués, d'autres indignés. Quelques-uns, plus jeunes, manifestaient une admiration à peine voilée. Mais la majorité, emmenée par les figures les plus anciennes de l'établissement, exprimait ouvertement son désaccord. La ligne de fracture était nette entre ceux qui prônèrent la règle et ceux qui voyaient en Noé une vérité insupportable. Dans la salle des conférences médicales, le docteur Lefebvre, droit comme un mât dans son fauteuil, présidait une nouvelle réunion d'urgence. Il avait convoqué les chefs de service, quelques adjoints et 3 membres du conseil d'éthique de l'hôpital. La pièce était sobre, austère. Une lumière crue éclairait les visages tendus. « Je ne suis pas ici pour contester l'ordre du président », commença Lefebvre, le ton posé, mais pour rappeler à chacun les conséquences de cette décision. Il fit défiler sur un écran des graphiques, des chiffres, des courbes. Depuis 1 an, nos urgences ont connu une augmentation de 27%. Nos lits sont saturés, nos équipes à bout. Si cette situation devient un précédent, nous allons voir défiler des dizaines, peut-être des centaines de cas similaires. Ce n'est pas soutenable. Un murmure d'approbation courut dans la salle. Une femme d'âge mûr, responsable du service de neurologie, prit la parole. « J'ai moi-même dû reporter 3 interventions depuis hier à cause du remaniement logistique autour de cette patiente. Cela désorganise tout le bloc opératoire. » Un autre médecin renchérit. « Le geste du président est peut-être noble, mais il est dangereux. Nous devons défendre l'institution, pas des émotions passagères. » Seule une jeune femme discrète osait afficher une contrariété visible. Élodie, assise dans un coin, silencieuse jusqu'ici. Elle prit enfin la parole, les doigts entrelacés. Et si ce n'était pas un cas isolé? Et si c'était justement la norme que nous avions oublié de regarder? Il y a plus de 3000 personnes à la rue à Marseille. Ce n'est pas un accident, c'est une réalité. Un silence tendu s'ensuivit. Lefebvre lui lança un regard tranchant, puis répliqua « Nous ne sommes pas des travailleurs sociaux, mademoiselle. Notre devoir est de soigner dans un cadre organisé, contrôlé, responsable. » Mais à cet instant, la porte s'ouvrit sans frapper. Philippe Delacroix entra. Il ne salua personne. Il alla droit au pupitre, prit la télécommande et coupa l'écran. Tous les regards convergèrent vers lui. « Le cadre organisé que vous mentionnez, docteur,
est une construction humaine, et ce qui est humain est modifiable. Je ne vous demande pas d'oublier la structure, mais de la mettre au service de ce pourquoi vous avez prêté serment, sauver des vies. Il laissa sa phrase s'imprégner. Puis il ajouta « Une femme est en train de mourir ici, et vous débattez ?» Pour savoir si elle mérite qu'on se dérange. Personne ne répondit. Il reposa la télécommande sur la table et quitta la pièce. Dans les couloirs, le bruit de cette intervention s'était déjà répandu. Les esprits se crispaient. Deux univers entraient en collision, celui de la gestion hospitalière millimétrée et celui du choix moral immédiat. Pendant ce temps, Camille était de nouveau en phase critique. Une infection pulmonaire résistante menaçait son équilibre précaire. Les antibiotiques perdaient en efficacité. Élodie le savait. Il fallait agir rapidement. Elle demanda à Lefebvre de l'assister sur une nouvelle procédure, un drainage thoracique. Il refusa d'abord. Puis, sans donner de raison, accepta mais imposa une condition. Pas de communication au président. On agit médicalement, pas politiquement. Ils entrèrent dans la salle. Camille, toujours inconsciente, respirait difficilement. Noé, cette fois, avait été tenu à l'écart par le service de sécurité. Il attendait dans un petit salon, les bras croisés sur la poitrine, son regard fixé sur une porte fermée. Au moment où Lefebvre commença à préparer le matériel, il jeta un coup d'œil à Élodie. « Vous croyez vraiment que cette femme peut s'en sortir ?» Elle ne leva même pas les yeux. « Je crois que si elle se réveille et voit son fils, elle survivra. » Il ne répondit pas. Mais ses gestes, plus lents, plus précis que d'habitude, disaient qu'il comprenait, peut-être plus qu'il ne voulait l'admettre. À l'étage, Delacroix observait les écrans de contrôle. Il savait que l'hôpital grondait. Il savait qu'il perdrait des alliés. Mais il savait aussi qu'il ne pouvait plus reculer. Le regard de Noé, ce regard-là, ne le quitterait jamais. Et ce soir-là, alors que Marseille s'endormait, quelque chose tremblait dans les fondations du Saint-Clair. Ce n'était pas la peur, c'était une transformation. Dans une aile secondaire de l'hôpital, loin de l'agitation du service de soins intensifs, Noé avait été installé provisoirement dans une petite salle de repos, transformée en chambre d'attente improvisée. Un matelas étroit, une couverture râpée, une table basse avec quelques biscuits secs. À ses pieds, la vieille poupée de chiffon attendait, posée délicatement. Mais Noé, lui, refusait de s'allonger. Il restait assis sur le sol, le dos contre le mur, les genoux serrés contre sa poitrine, fixant la porte comme si sa volonté suffisait à la faire s'ouvrir. Depuis l'aube, il n'avait pas prononcé un mot. Même quand une infirmière lui proposa du chocolat chaud, même lorsque Delacroix vint brièvement lui parler, il secoua la tête en silence. Il n'y avait plus de questions à poser, ni de promesses à écouter. Sa maman dormait et le monde entier tournait trop vite autour de lui. Alors Noé attendait, mais il ne pleurait plus. Il avait compris que les larmes n'avaient pas de poids face à ceux qui portèrent des blouses blanches. Peu avant midi, alors que l'hôpital semblait suspendu dans un entre-deux, un moment sans bruit ni annonce, Noé se leva. Il marcha doucement vers la porte, ouvrit, et sortit dans le couloir sans prévenir personne. Il connaissait le chemin. Il avait mémorisé chaque recoin, chaque escalier, chaque carrefour. Il avait l'instinct de ceux qui n'ont jamais eu le droit de se perdre. Arrivé devant la salle de soins intensifs, il s'assit en tailleur devant la porte close. Les infirmières le virent, échangèrent des regards. Personne n'osa le chasser. Il sortit alors la poupée de sa poche et la posa sur ses genoux. Puis il ferma les yeux. Et il se mit à chanter. C'était une chanson ancienne. Quelques mots simples, enroulés dans une mélodie douce et vacillante, presque un murmure. Camille la lui chantait les nuits où il n'avait rien à manger, les jours où il n'avait pas où dormir. Une berceuse d'autrefois, sans auteur, transmise de mère en enfant comme un fil invisible entre les générations oubliées. Les mots, en français mêlés d'accent marseillais, flottaient dans le couloir. Une infirmière s'arrêta, puis une autre. Une aide-soignante en pause fit demi-tour pour écouter. Même un brancardier qui passait avec un chariot ralentit sa marche. Le silence qui suivait chaque couplet semblait plus lourd que le chant lui-même. Élodie, de l'intérieur de la salle, l'entendit aussi. Elle s'approcha de la vitre, vit le petit garçon assis, les yeux fermés, la poupée entre les mains. Elle sentit quelque chose se briser en elle, quelque chose de vieux, de silencieux, qu'elle n'avait jamais compris avant ce jour.
Elle sortit discrètement, s'assit à côté de lui sans un mot. Noé ouvrit les yeux, surpris. Elle ne dit rien. Il reprit la chanson, plus bas, et elle resta là, simplement présente. Quelques minutes plus tard, Delacroix arriva à son tour. Il s'adossa au mur d'en face, les bras croisés. Il ne dit rien non plus. Autour d'eux, le couloir se remplissait lentement. Une infirmière, puis 2 internes, puis une secrétaire, puis un anesthésiste. Tous restaient là, en silence, écoutant la voix d'un enfant chanter pour sa mère mourante. Et c'est dans cette atmosphère presque irréelle que survint le moment décisif. Une alarme légère se déclencha à l'intérieur de la salle. Les constantes vitales de Camille chutaient. Une chute soudaine, brutale. Élodie bondit, rentra, précipitamment. Camille était en train de faire une embolie pulmonaire. Il fallait intervenir immédiatement. Elle appela l'équipe, déclencha le protocole. Mais un obstacle restait. Elle ne pouvait pas continuer seule. Elle avait besoin d'un spécialiste. Elle savait exactement lequel. Le téléphone du docteur. Lefebvre vibra. Il vit le nom d'Élodie, hésita, puis décrocha. Elle n'eut pas besoin d'insister. Moins de 5 minutes plus tard, Lefebvre entrait dans la salle, gants s'enfiler, masque ajusté, regard fixé. Il donna ses ordres avec calme, efficacité. Les infirmiers obéirent. L'intervention commença, rapide, précise, tendue. Chaque minute comptait. Dans le couloir, Noé continuait de chanter, sans savoir ce qui se passait derrière la porte. Delacroix avait fermé les yeux. Élodie, de retour quelques instants plus tard, posa une main sur l'épaule du garçon. « Elle est forte, ta maman. Elle t'entend, j'en suis sûr. » Et Lefebvre, à l'intérieur, penché au-dessus du corps frêle de Camille, murmura en préparant l'injection finale. « Elle a une raison de revenir. Une bonne raison. » Quand il ressortit, plus d'1 heure plus tard, il retira ses gants, lentement, jeta un regard vers Noé. « Elle est en vie, dit-il simplement. Noé leva les yeux, incrédule. Puis il se leva d'un bond, courut vers la vitre, chercha à l'intérieur du regard la silhouette aimée. Il ne la vit pas, mais il sut. Pour la première fois depuis des mois, il sourit. Et dans ce sourire, il y avait la victoire d'un enfant contre un monde de règles. La victoire du cœur sur les statistiques. Le silence suivant l'intervention fut dense comme un brouillard. Dans la salle de soins, les machines continuaient leur mélodie rythmée. Bip, respiration artificielle, bip. Mais l'effervescence avait cessé. Camille, désormais stabilisée, était plongée dans un coma induit. Son visage, bien qu'encore pâle, semblait plus serein. Ses doigts frémissaient parfois, comme si quelque chose en elle tentait de revenir à la surface. Élodie, postée à son chevet, notait chaque variation, chaque hausse de température ou battement cardiaque régulier, comme des promesses ténues de rémission. Dans le couloir, Noé restait collé à la vitre. On lui avait permis de rester là, mais pas d'entrer. Il avait cessé de chanter. Désormais, il parlait à voix basse à sa poupée, comme à un confident silencieux. Il racontait ce qui s'était passé, posait des questions, s'inventait des réponses. Il disait que sa maman allait bientôt ouvrir les yeux, qu'elle lui raconterait un rêve, qu'il rirait. Il le disait comme on récite une prière. Delacroix n'avait pas quitté l'hôpital. Il avait déplacé toutes ses réunions. Il ne disait pas grand-chose, mais chaque décision continuait d'avoir un poids visible. Il avait demandé qu'on fournisse à Noé de vrais vêtements, un repas chaud. Il avait autorisé une infirmière à l'accompagner au petit jardin intérieur pour prendre un peu d'air. Mais Noé refusait. Il ne voulait pas s'éloigner de la porte. Il avait peur que sa mère se réveille sans lui, que son absence change. Quelque chose. Lefebvre, lui, s'était enfermé dans son bureau. Il n'avait pas parlé depuis l'intervention. Lorsqu'on le croisait, il répondait par des gestes brefs, des hochements de tête. Mais on sentait une tension nouvelle dans sa posture. Il semblait troublé. Personne n'osait l'interroger. On murmurait qu'il était en train de relire certains dossiers de patients jamais admis, de cas rejetés faute de ressources. Mais le calme n'allait pas durer. Au 2e jour de stabilisation, alors que Camille maintenait des constantes faibles mais régulières, un bruit d'alerte retentit dans la salle. Élodie, réveillée en sursaut de sa courte pause, se précipita. Camille venait d'entrer en arrêt respiratoire. Un bronchospasme violent, inattendu, provoqué par une accumulation de sécrétions pulmonaires. L'oxygène ne passait plus. Elle suffoquait, même sous assistance. L'appel d'urgence fut immédiat. L'équipe de nuit
déjà en place, s'activa. On rappela Lefebvre. Une deuxième intervention se préparait. Le protocole imposait une bronchoscopie en urgence, procédure invasive, risquée sur un corps aussi affaibli. Mais il n'y avait pas d'autre choix. Noé, alerté par le changement d'ambiance, se leva, s'approcha à nouveau de la vitre. Il ne comprenait pas tout, mais il vit les regards, les gestes précipités, les appareils déplacés en hâte. Il vit surtout le visage d'Élodie, tendu comme jamais. Il tenta d'ouvrir la porte. Une infirmière l'arrêta doucement. « Tu dois rester là, mon grand. Ils font tout ce qu'ils peuvent. » Mais Noé, cette fois, ne pleura pas. Il s'assit simplement à terre, sortit la poupée de sa poche et murmura « Elle a promis. Elle a dit qu'elle allait revenir. » À l'intérieur, Lefebvre était de retour, concentré, rapide. Il dirigeait la procédure comme un capitaine, par gros temps. Chaque mot, chaque geste était suivi sans discuter. La sonde fut insérée avec précaution. Le champ opératoire, minuscule. L'équipe entière retenait son souffle à chaque instant. Camille luttait. Son corps tremblait, malgré la sédation. Le moniteur cardiaque affichait des chiffres inquiétants. Puis un sursaut, une reprise faible mais suffisante. La sonde retira un bouchon de mucus visqueux. L'oxygène recommença à circuler. Le niveau de saturation remonta, lentement, très lentement. Lefebvre, en sueur, retira ses gants et sortit sans un mot. Dans le couloir, Delacroix l'attendait. Ils se croisèrent du regard. Le médecin dit simplement « Elle tient encore ». Il fit quelques pas, puis s'arrêta. Sans se retourner, il ajouta « Ce gosse, il ne lâche jamais ». Delacroix, étonné d'entendre un semblant d'émotion dans cette voix qu'il connaissait comme une lame de scalpel, répondit sans ironie « C'est ce qui nous sauve parfois. Ce qu'on n'ose plus faire, tenir. » Noé, de son côté, s'était endormi, assis, la tête contre la vitre, la poupée sous le menton. Élodie, en sortant, s'agenouilla doucement à ses côtés. Elle le couvrit d'un drap. Il ouvrit, les yeux à moitié, lui fit un petit signe. Elle dort encore, hein? Oui, mon cœur, mais elle se bat. Moi aussi, je vais me battre, jusqu'au bout. Et dans cette nuit calme, dans ce couloir éclairé faiblement, un enfant s'endormit en veillant une guerre invisible. Et tout un hôpital, qu'il le veuille ou non, veillait avec lui. La nuit était tombée sur Marseille, recouvrant l'hôpital Saint-Clair d'un voile paisible et trompeur. Dehors, les rues bruissaient d'un calme apparent. Mais à l'intérieur, dans le bloc opératoire du service de soins intensifs, la tension n'avait pas quitté les murs. Camille avait survécu à une seconde crise. Son état demeurait critique mais stable, et pour la première fois depuis des jours, les machines montraient une lente amélioration. Pourtant, personne n'osait parler de victoire. Pas encore. Noé dormait, recroquevillé dans un fauteuil trop grand, une couverture jetée sur ses épaules, la poupée serrée contre lui. Le couloir était silencieux, à peine troublé par le cliquetis lointain d'un chariot de nuit. Les lumières tamisées donnaient au lieu une atmosphère irréelle, presque sacrée. Dans la salle d'observation attenante à la chambre de Camille, une pièce vitrée réservée aux interventions d'urgence ou au suivi post-opératoire, Lefebvre se tenait debout. Il observait en silence le corps endormi de la patiente, ses bras fins sous les draps, les fils, les tubes, les électrodes. Il n'y avait rien de spectaculaire dans cette scène, mais quelque chose le retenait. Il était resté là de longues minutes, immobile. Puis, sans prévenir, Delacroix entra. Il referma la porte doucement derrière lui. Ni l'un ni l'autre ne parla tout de suite. Ils restèrent un instant côte à côte, regardant le même point, comme deux soldats revenus d'un champ de bataille silencieux. C'est Delacroix qui rompit le silence. « Elle s'accroche. » Lefebvre hocha lentement la tête. « Vous savez pourquoi je vous ai fait appeler cette nuit ?» demanda le président. Le médecin, sans quitter des yeux la patiente, répondit « Parce que j'étais le seul à pouvoir tenter quelque chose. »« Non, parce que je voulais voir si vous étiez encore capable de faire ce que vous avez oublié. » Lefebvre se tourna lentement vers lui. « Je n'ai rien oublié, je soigne, toujours. Je respecte les protocoles, les priorités. »« Non, Martin. Vous appliquez des règles, vous calculez les risques, vous triez. Mais soigner, ce n'est pas ça. Soigner, c'est écouter un garçon supplier pour la vie de sa mère et comprendre que parfois, une seule exception peut redéfinir un monde entier. » Un silence lourd suivit. Puis Lefebvre murmura, presque malgré lui, « Il me rappelle moi. »
À 6 ans, j'ai supplié un médecin de ne pas laisser mon père mourir dans un couloir. Il m'a dit qu'il était trop tard. Il avait raison. Mais j'ai passé ma vie à me dire que j'aurais pu insister plus fort. Delacroix se tourna vers lui, surpris. Ce souvenir, il ne l'avait jamais entendu. Il comprit soudain que la froideur de Lefebvre n'était pas un bouclier contre les autres, mais une armure forgée contre lui-même. « Alors vous savez ce que c'est d'être impuissant », dit Delacroix. Lefebvre acquiesça. « Et c'est pour ça que je ne crois plus au miracle. »« Ce n'est pas un miracle, » répondit Delacroix. « C'est un enfant qui nous a forcés à nous regarder dans un miroir, et nous n'avons pas aimé ce que nous avons vu. » Il fit quelques pas, puis ajouta plus bas, « Si cette femme meurt, vous ne travaillerez plus jamais ici. » Lefebvre ne réagit pas immédiatement. Puis il déclara sans agressivité, « Vous me menacez, Philippe ? Non, je vous libère. Si elle meurt, vous retournerez dans vos statistiques, vos chiffres, vos règles, et vous oublierez ce que vous avez vu dans les yeux de Noé. » Lefebvre se retourna enfin. Son regard était différent, plus calme mais aussi plus clair. Il avait vu dans les propos de Delacroix non une injonction, mais une vérité qu'il n'osait plus formuler. Il avait cessé d'espérer. « Elle ne va pas mourir, » dit-il, presque pour lui-même. Delacroix fit un signe de tête et quitta la pièce. Lorsque Lefebvre sortit à son tour, il croisa Noé dans le couloir. L'enfant venait de se réveiller. Il se frottait les yeux, chancelant. En voyant le médecin, il s'arrêta, ne dit rien. Lefebvre s'agenouilla devant lui. « Elle s'est battue, elle continue. Comme toi. » Noé le fixa, hésitant, puis tendit la poupée. « Tenez, c'est pour qu'elle reste forte. Vous pouvez la lui mettre dans la main. » Lefebvre prit la poupée, la regarda, puis hocha la tête. « Je vais le faire. » Et cette nuit-là, dans un hôpital qui commençait à changer, un homme et un enfant se comprirent sans mots. Et au chevet d'une femme toujours endormie, une poupée de chiffon fut posée comme un talisman fragile contre l'oubli. Le matin se leva sur l'hôpital Saint-Clair sans éclat, comme si même le soleil hésitait à éclairer les événements de la veille. La ville, engourdie par un vent sec venu de la mer, reprenait lentement son souffle. À l'intérieur du bâtiment, la lumière pâle filtrant à travers les grandes baies vitrées n'apportait ni chaleur ni réconfort. Elle éclairait simplement la réalité brute. Camille reposait toujours entre deux mondes, suspendue dans un état que la médecine ne pouvait ni prédire ni expliquer pleinement. Élodie, les traits tirés, n'avait pas quitté le chevet de Camille. Elle avait dormi par tranches de 10 minutes, assise sur une chaise de plastique, entre les prises de sang et les ajustements de dosage. À chaque bip anormal, elle ouvrait, les yeux se levaient, vérifiait les écrans, ajustait un débit, consultait un dossier. Elle ne parlait presque plus, mais son silence était devenu une forme de prière active. Le docteur Lefebvre passait à heures régulières, sans s'imposer. Il observait les constantes, notait les progrès, analysait les résultats d'examen. Il ne donnait plus d'ordre. Il travaillait avec Élodie, parfois en silence, parfois avec de simples regards. Quelque chose s'était déplacé en lui, une manière d'écouter, de ressentir, qu'il croyait avoir oublié. Noé, lui, ne quittait plus le fauteuil qu'on avait installé face à la vitre de la chambre. Il mangeait à peine, buvait un peu d'eau, dormait d'un œil. À chaque mouvement dans la chambre, il se levait. Chaque murmure d'infirmière lui faisait redresser la tête. La poupée de chiffon ne quittait pas ses bras. Les médecins lui avaient expliqué qu'il ne pouvait pas entrer dans la pièce pour des raisons d'hygiène, mais il leur avait demandé une chose, qu'elle puisse tenir la poupée dans la main. Et chaque jour, Élodie ou Lefebvre s'assuraient que cette promesse soit tenue. Le personnel de l'hôpital s'était peu à peu habitué à la présence du petit garçon. Certains, au début méfiants, avaient fini par lui apporter discrètement des friandises, des couvertures supplémentaires. Une interne en dermatologie lui donna un petit carnet à dessin. Noé dessina sa mère, endormie mais souriante, avec des ailes. Il accrocha le dessin sur la vitre de la chambre. Mais le 3e jour, une nouvelle alerte changea tout. Camille, dont l'état semblait lentement s'améliorer, fit un pic de fièvre brutale. Le cœur accéléra, la tension chuta. Un agent, infectieux inconnu, résistait au traitement. Les tests se succédaient sans parvenir à l'identifier. L'équipe hésitait. Une décision devait être prise. Tenter un protocole expérimental, risqué, ou continuer le traitement standard, avec peu de chances de succès. Lefebvre convoqua une réunion d'urgence dans le bureau d'Élodie. Ils étaient 3, lui, elle et Delacroix, silencieux,
les bras croisés. Le médecin exposa les faits, les risques, les inconnus. Puis, contre toute attente, il se tourna vers Delacroix. « Je vous demande l'autorisation d'administrer ce traitement. Il est encore en phase d'évaluation. Il n'a pas été validé dans tous les protocoles européens. Mais dans ce cas précis, c'est peut-être notre seule chance. » Delacroix répondit sans hésiter. « Faites-le. » Puis il regarda Élodie. « Et vous, vous êtes prête à porter cette décision avec nous ?» Elle hocha la tête. Elle a survécu à tout jusqu'ici. Elle mérite qu'on se batte jusqu'au bout. Le traitement fut lancé dans l'heure. Une injection lente, surveillée, en temps réel, millimètre par millimètre. Le service fut bouclé, les visites suspendues. Noé, averti, attendait de l'autre côté de la vitre, la gorge nouée. Il ne chantait plus. Il ne parlait plus. Il regardait seulement, fixement, comme s'il pouvait transmettre à sa mère tout ce qu'il n'arrivait plus à dire. Les premières heures furent instables. Les constantes montaient, descendaient, oscillaient dangereusement. Puis, à la fin de l'après-midi, quelque chose changea. Le cœur ralentit. La fièvre baissa, l'oxygène remonta, les chiffres se stabilisèrent. Et, soudain, un clignotement différent sur l'un des moniteurs. Un mouvement léger de doigts, infime, presque imperceptible. Élodie s'approcha, vérifia les réflexes. Les paupières de Camille frémirent. Lentement. Très lentement. À l'extérieur, Noé se leva d'un bond. Il avait vu, il avait compris. Il colla son visage contre la vitre. Élodie se retourna vers lui, sourit. Il posa sa main sur la vitre, les yeux brillants. « Elle revient », murmura-t-il. Lefebvre, à quelques pas, ferma les yeux une seconde, puis, sans un mot, quitta la pièce. Delacroix, debout dans le couloir, regardait le garçon. Et dans ce moment suspendu, où la vie reprenait doucement le dessus, il comprit que tout ce qu'il avait construit ne valait rien s'il n'était pas capable de faire battre à nouveau un cœur qui avait cessé d'espérer. Le lendemain matin, l'hôpital tout entier semblait respirer au rythme d'une attente suspendue. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre discrète. Camille avait ouvert les yeux. Elle n'avait pas parlé ni bougé, mais elle avait émergé du coma. Une clarté nouvelle s'était installée dans ses pupilles. Un signe infime mais incontestable qu'elle revenait à elle. Pour le personnel, ce fut un choc. Pour certains, une victoire médicale. Pour d'autres, un rappel douloureux que ce qu'ils avaient tenté d'éviter, l'implication émotionnelle, était parfois inévitable. Élodie, bouleversée mais concentrée, avait immédiatement mis en place un protocole de surveillance post-réveil. Lefebvre, toujours silencieux mais de plus en plus présent, ajustait les traitements avec une précision clinique, sans plus émettre d'objection. Il était là, et c'était suffisant pour comprendre que quelque chose en lui avait basculé définitivement. Delacroix, lui, passait chaque jour à heure fixe. Il ne disait pas grand-chose à Camille. Elle n'était pas encore en état d'interagir, mais il restait quelques minutes à ses côtés, immobile. Il posait parfois une main sur le lit, comme pour transmettre sans un mot toute la promesse d'un avenir qui, jusque-là, semblait hors de portée. Mais ce fut Noé qui bouleversa tout à nouveau. On lui avait enfin permis d'entrer brièvement, vêtu d'une blouse, masqué, mains lavées à plusieurs reprises. Il tenait la poupée, de chiffon comme un talisman. Lorsqu'il vit sa mère les yeux ouverts, même embué, même confus, il s'approcha à pas minuscules. Il ne pleura pas. Il s'agenouilla simplement au bord du lit et murmura « Maman, je suis là. Je t'ai trouvé. » Camille cligna lentement des yeux. Elle tenta de parler, mais sa voix était à peine un souffle. Les larmes coulèrent, sans bruit de ses tempes. Ses doigts cherchèrent faiblement quelque chose. Noé posa la poupée dans sa main. « Elle a veillé sur toi, comme moi. » Élodie et une infirmière, en retrait, regardèrent la scène, les yeux embués. C'était une image qu'elle n'oublierait jamais. Mais à peine une heure après ce moment d'apaisement, un incident inattendu secoua l'hôpital. Noé avait disparu. Une infirmière venue lui apporter un jus de fruits avait trouvé la chambre vide. Aucune trace du garçon. Les services de sécurité furent immédiatement alertés. On vérifia les couloirs, les sorties, les caméras. Personne ne l'avait vu sortir. Personne ne l'avait arrêté. L'agitation monta vite. Élodie interrompit sa garde, Delacroix accourut, inquiet. Même Lefebvre, resté au bloc, fut informé. Ils fouillèrent les étages, les escaliers, les locaux techniques. Ils alertèrent la police. Le nom de Noé résonnait dans les radios internes. Des affiches furent imprimées à la hâte. Chaque minute d'attente devenait insoutenable.
Mais c'est une femme de ménage, Nadège, qui le trouva finalement. Dans le sous-sol, dans le dépôt de linge, entre deux étagères remplies de draps pliés, Noé dormait profondément. Il était allongé sur un vieux matelas roulé, la poupée contre sa joue, les bras autour de son carnet de dessin. Nadège, émue, ne dit rien tout de suite. Elle s'agenouilla, posa une couverture sur lui, caressa doucement ses cheveux. Noé ouvrit les yeux lentement, surpris, puis sourit faiblement. « Je voulais être sûr que maman me trouve si elle me cherchait. Alors j'ai cherché un endroit qui ressemble à la maison. » Delacroix arriva peu après. Lorsqu'il le vit ainsi, minuscule, endormi entre les draps, il sentit quelque chose se rompre en lui. Il s'approcha, le prit doucement dans ses bras. Noé ne protesta pas. Il s'y accrocha, comme s'il l'avait attendu depuis toujours. Ils remontèrent ensemble, en silence. En passant par le hall, plusieurs membres du personnel s'arrêtèrent. Certains applaudirent discrètement. D'autres souriaient. Une infirmière versa une larme. Même Lefebvre, qui observait depuis l'étage supérieur, resta un long moment immobile. Lorsqu'ils arrivèrent de nouveau dans la chambre de Camille, Noé s'assit à côté d'elle. Elle tourna faiblement la tête, le vit, et cette fois, ses lèvres articulèrent un mot. « Noé !» Ce fut tout. Mais ce fut l'essentiel. Le lendemain, pour la première fois depuis le début de cette histoire, Delacroix convoqua une conférence de presse. Les journalistes s'installèrent, curieux. Le logo de l'hôpital brillait derrière lui. Il parla peu, mais ses mots résonnèrent fort. À partir de ce jour, l'hôpital Saint-Clair inaugure un nouveau programme d'accueil et de soins pour les personnes sans domicile. Une unité d'écoute, de soins et de dignité. Elle portera un nom simple, celui d'un enfant qui nous a rappelé que la médecine commence là où on tend la main, l'unité Noé. Une vague de murmures parcourut la salle. Des questions fusèrent. Delacroix les ignora. Il descendit du podium, laissait derrière lui un monde qui, désormais, ne serait plus tout à fait le même. Et pendant ce temps, dans une chambre silencieuse, une femme retrouvait doucement la vie. Et un petit garçon enfin pouvait fermer les yeux sans peur. Les jours suivants furent marqués par un étrange mélange d'euphorie discrète et de profonde transformation. L'annonce publique faite par Philippe Delacroix n'était pas restée lettre morte. Dès le lendemain, des journalistes avaient envahi l'entrée principale du Saint-Clair, espérant apercevoir le garçon qui avait inspiré tout un hôpital. Mais Noé n'apparaissait jamais. Delacroix, fidèle à sa parole, le protégeait. Camille, elle, poursuivait sa lente convalescence dans une chambre plus calme, à l'abri des regards. Le Unité Noé devint rapidement plus qu'un projet. Une aile entière du vieux bâtiment administratif fut vidée, repeinte, réorganisée. L'ancien service des archives, inutilisé depuis des mois, fut transformé en centre d'accueil médical pour les sans-abri, avec des lits, des douches, des services sociaux intégrés et une petite salle d'attente aux couleurs chaudes. L'odeur de peinture fraîche se mêlait à celle du café qu'une nouvelle bénévole, Solange, servait chaque matin aux premiers arrivés. Élodie, nommée officiellement coordinatrice du projet, prit son rôle avec un mélange de passion et de gravité. Elle connaissait désormais les obstacles systémiques, les lenteurs administratives, les résistances internes. Mais elle avait aussi vu de ses propres yeux ce que signifiait se battre pour une vie que personne ne regarde, et elle refusait d'oublier. Camille, affaiblie mais lucide, reprenait peu à peu le contrôle de ses gestes, de sa voix, de sa mémoire. Elle demandait régulièrement à voir Noé, mais les médecins insistaient sur la nécessité du repos. Alors il venait chaque jour, s'asseyait près de la porte et lui parlait à travers la vitre. « Maman, l'hôpital a une maison maintenant. Ils disent que c'est pour les gens comme nous. Mais je leur ai dit qu'on n'était pas comme. On était juste nous. » Elle souriait. Son sourire, bien que fragile, était une victoire quotidienne. Lefebvre, lui, se faisait plus discret. Mais ses gestes trahissaient son changement intérieur. Il s'était porté volontaire pour assurer une demi-journée par semaine à l'unité Noé. Il ne l'annonçait pas, n'en parlait pas. Il venait, simplement, en blouse comme les autres, prenait les dossiers, auscultait les patients. Il écoutait plus qu'il ne parlait. Parfois, il s'arrêtait en sortant, regardait les bancs de l'accueil et restait là, sans bouger, comme s'il cherchait encore à comprendre ce qu'il avait manqué. Delacroix, de son côté, s'impliquait plus qu'il ne l'avait jamais fait depuis la fondation de l'hôpital. Il assista à chaque réunion de mise en place de l'unité. Il fit venir des avocats pour aider à la régularisation des sans-papiers,
des psychologues spécialisés dans le traumatisme de la rue, des associations locales pour créer des passerelles entre soins et réinsertion. Un jour, il invita Camille à une discussion. Elle avait repris suffisamment de force pour marcher, bien que lentement, aidée d'une canne. Dans son bureau, il lui parla comme il ne l'avait fait avec personne d'autre depuis longtemps. « C'est votre fils qui a changé tout ça, mais c'est vous qui avez tenu. Vous n'avez rien demandé. Pourtant, vous êtes devenu le centre d'une révolution silencieuse. » Camille, émue, répondit d'une voix encore fragile. « Je n'ai rien fait d'extraordinaire, j'ai juste survécu. C'est lui, Noé. Il a crié quand moi je ne pouvais plus. » Delacroix lui tendit une lettre, une proposition d'emploi, à la blanchisserie de l'hôpital, horaires aménagés, salaire modeste mais fixe. Un début. Elle hésita, puis signa, avec une main qui tremblait encore, mais un regard sûr. Quelques jours plus tard, Noé reçut un cartable neuf, des cahiers, des crayons. Il fut inscrit dans une école publique proche, avec l'aide de l'assistante sociale du Saint-Clair. Le matin, il partait à pied avec sa mère jusqu'à la grille. Elle le laissait, puis faisait le trajet inverse pour rejoindre son poste. Leurs horaires s'ajustaient, comme les rouages d'une horloge nouvelle. Un matin, alors que Noé entrait dans la cour de récréation, il se retourna. Camille, debout à quelques mètres, le regardait, le cœur plein. Il courut vers elle, l'enlaça. Elle s'agenouilla malgré la douleur dans ses jambes et lui murmura à l'oreille « Tu as sauvé maman, mon petit héros. » Il répondit « Toi aussi, maman. Tu es restée forte, tu es revenue. » Et derrière eux, dans l'ombre discrète d'un arbre bordant l'école, Delacroix observait. Il ne fit pas signe, ne se montra pas, mais il souriait. Un sourire vrai. Le genre de sourire qu'on ne porte qu'une fois qu'on a vu la vie reprendre là où plus personne ne croyait possible. Le printemps arriva à Marseille avec une douceur inhabituelle. Les jours s'allongeaient, les terrasses se remplissaient, et l'hôpital Saint-Clair, désormais habitué à un nouveau rythme, poursuivait sa métamorphose. L'unité Noé n'était plus un simple projet pilote. Elle était devenue un pilier. Chaque semaine, des patients en situation de précarité entrèrent par sa porte, non plus comme des intrus, mais comme des êtres humains accueillis avec respect. On leur offrait soin, écoute et parfois une première chance de recommencer. Élodie travaillait sans relâche. Elle avait été confirmée dans son rôle de coordinatrice. Avec elle, une équipe jeune, volontaire, engagée. Il y avait maintenant un mur entier rempli de dessins, de messages, de petits souvenirs laissés par les patients. Noé venait souvent les voir après l'école, apportant des biscuits qu'il partageait avec ceux qui attendaient. Il connaissait déjà tous les prénoms. Il se souvenait de chaque visage. Il disait bonjour en serrant la main comme un adulte, mais son sourire restait celui d'un enfant. Camille, elle, avait trouvé un rythme simple. Chaque matin, elle quittait le petit studio que l'hôpital lui avait permis de louer à loyer modéré, prenait le bus, traversait les jardins de l'hôpital et rejoignait la blanchisserie. Elle travaillait avec soin, en silence, mais saluait toujours d'un sourire ceux qui croisaient son regard. Elle ne parlait presque jamais de ce qui s'était passé, mais chaque soir, en retrouvant Noé à la sortie de l'école, elle savait ce que cela lui avait coûté et ce que cela lui avait rendu. Un jour, au détour d'un couloir, elle croisa le docteur Lefebvre. Il marchait seul, son dossier sous le bras. Il l'aperçut, s'arrêta. Elle aussi. Le silence entre eux dura quelques secondes, puis elle dit doucement « Merci ». Il secoua la tête. « Ce n'est pas moi qu'il faut remercier ». Et pour la première fois, il esquissa un sourire. Pas un sourire de politesse, mais un sourire d'homme qui a retrouvé une part de lui-même. Il la salua et reprit sa route. Delacroix, de son côté, avait pris du recul. Il venait moins souvent à l'hôpital, laissant les équipes gérer, mais il gardait un bureau dans l'aile administrative et continuait à suivre les évolutions avec attention. Il recevait des lettres du ministère, des félicitations de grandes fondations. On lui proposait de reproduire le modèle ailleurs, dans d'autres villes. Il répondait poliment, mais il savait que ce qu'il avait vécu ici, auprès de Noé, n'était pas duplicable à volonté. C'était une rencontre, une secousse intime, une révolution intérieure. Un matin, il reçut une enveloppe déposée sans signature sur son bureau. À l'intérieur, un dessin d'enfant. Une femme avec un tablier, un garçon à ses côtés. Une grande maison avec une croix rouge au-dessus. En bas, écrit en lettres irrégulières, « Merci d'avoir écouté ma voix, monsieur gentil ». Il regarda le dessin longtemps, puis le glissa dans le tiroir supérieur de son bureau
là où il gardait les documents les plus précieux. Quelques semaines plus tard, une cérémonie fut organisée dans le petit jardin intérieur du Saint-Clair. Pas une cérémonie officielle, médiatisée. Une cérémonie simple, à l'image de ce qui avait changé. On y planta un arbre. Un érable aux feuilles rouges et larges. Une plaque y fut apposée. À ceux qu'on n'écoute pas mais qui changent le monde en parlant. Noé, ce jour-là, portait un petit costume trop grand pour lui. Camille, à ses côtés, l'aidait à boutonner sa veste. Élodie, Lefebvre, Delacroix et des dizaines de membres du personnel étaient présents. On servit du jus de fruits, des tartes faites maison, du café tiède. On rit doucement. On pleura un peu, mais surtout on regarda le futur avec des yeux neufs. Quand ce fut fini, Noé prit la main de sa mère. Ils sortirent ensemble de l'hôpital, marchèrent lentement jusqu'à l'arrêt de bus. Camille boitait encore légèrement, mais tenait debout. Noé, fier, ne la lâchait pas. Sur le chemin, ils croisèrent des enfants qui couraient, un chien qui aboyait, un marchand de fleurs. Ils s'arrêtèrent un instant. Camille acheta une rose. Elle se pencha, la donna à Noé. « Pour toi, mon héros. » Il sourit. « Tu veux dire notre rose ?» Et ils reprirent leur marche. À l'école, Noé fut accueilli comme tous les autres. Il se fondait dans la foule, riait, jouait. Mais à chaque fois qu'un camarade tombait, il était le premier à tendre la main. Il n'oubliait rien. Il n'attendait pas d'être grand pour être grand. Et au loin, derrière la vitre de son bureau, Delacroix les vit une dernière fois. Un garçon, une mère, une histoire que personne n'avait prévue, mais que tout le monde avait changé en écoutant enfin ce qui ne se disait pas à voix haute. Un nouveau départ, le même cœur, et la certitude que parfois il suffit d'un seul enfant pour faire entendre le silence d'un monde entier.